bienvenue à cette 11e édition des dialogues MR21. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Isabelle Autissier, Bonsoir. personnalité engagée, au parcours peu commun, navigatrice, présidente d'honneur du WWF France, le Fonds mondial pour la nature, première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire et également écrivaine. Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de vous accueillir ce soir. Merci. Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et un peu désolée que ce soit en visio parce que bon, c'est moins chaleureux, mais enfin, c'est quand même une façon de se rencontrer. Tout à fait, oui. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, nous avons imaginé ces dialogues comme un temps d'échange, un temps de partage, un temps d'interrogation pour éclairer la crise actuelle, identifier les nouveaux enjeux et proposer des pistes de réflexion. Ces dialogues sont nés en fait au moment du premier confinement, au moment de la crise Covid. Alors, qu'est-ce que le réseau MR21 ? C'est un lieu de réflexion lancé en 2016 qui réunit des responsables venant d'horizons différents, entreprises, institutions publiques, associations, ONG, tous engagés dans la RSE pour promouvoir des pratiques de management durable. C'est un peu un catalyseur autour de témoignages, d'éclairages d'experts et d'événements comme ce soir. Alors, notre dialogue se déroulera en 2 temps. Nous échangerons tout d'abord avec notre invité, puis dans la deuxième demi-heure, ce sera un échange avec les participants qui sont, on l'a vu, très nombreux ce soir. Et vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le petit chat dialogue. Donc, pour que voilà, dès 7 heures, nous puissions commencer avec les questions. Alors, 2021 se veut être une année cruciale pour la préservation de la biodiversité. Ça aurait dû être 2000. Les événements ont été reportés à cette année dû à la pandémie. Dans un peu plus de 3 mois, en Chine, se tiendra la COP15, qui est la Convention sur la diversité biologique et qui doit aboutir à un équivalent des accords de Paris sur le climat. En septembre prochain, la France aura l'honneur d'accueillir à Marseille le Congrès mondial de la nature de l'IUCN. C'est un congrès qui est organisé tous les 4 ans, qui rassemble plus de 1400 membres pour développer un cadre mondial de préservation de la nature. Et puis, il y a un mois, la France organisait le One Planet Summit, le 4e, regroupant une trentaine de chefs d'État, mais aussi des chefs d'entreprise, autour de la lutte pour la préservation de la biodiversité. Le WWF était alors présent pour appeler les acteurs à prendre des mesures afin d'enrayer la destruction de nos écosystèmes. Isabelle Autissier, vous êtes présidente d'honneur du WWF, une des plus grandes ONG environnementales et surtout une ONG possédant une véritable culture du débat avec les parties prenantes, et notamment les entreprises. Alors, ma première question sera une question de définition. Alors, on parle de biodiversité. La problématique reste complexe à aborder car le concept finalement est assez flou. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce qu'est la biodiversité et puis en quoi l'état de cette biodiversité est important pour les entreprises? Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et c'est vrai que vous l'avez souligné, donc 2021 à la place de 2020 va être une année biodiversité. Et depuis, on va dire 2 ou 3 ans surtout, on voit que c'est un sujet qui monte assez fort parce qu'au fond, c'était le grand sujet avec le réchauffement climatique, mais qui était un peu le parent pauvre du réchauffement climatique. Des règlements climatiques, on en a beaucoup parlé, il faut en parler encore, il faut faire encore, mais l'autre grande menace, entre guillemets, pour nos sociétés, c'est l'écroulement de la biodiversité. Alors, qu'est-ce que c'est que la biodiversité? C'est la vie, c'est la vie, c'est la nature, c'est nous. Nous faisons partie de la biodiversité, Homo sapiens. Donc, il y a 3 grands éléments dans la biodiversité. Il y a les espèces elles-mêmes. Donc aujourd'hui, voilà, on sait qu'on a des menaces importantes sur la biodiversité en termes d'espèces, avec des espèces qui disparaissent ou des espèces qui, si elles disparaissent pas,
s'amoindrissent avec des populations qui deviennent tellement petites, tellement infimes ou tellement fractionnées que finalement elles ne jouent plus leur rôle dans la nature et pour l'homme dans les services rendus aux hommes. Donc il y a la notion d'espèce. À l'intérieur des espèces, il y a une autre notion qu'on ne souligne pas souvent mais qui me paraît très importante, c'est au fond la notion de génome. Une espèce, elle n'est en bonne santé que s'il y a une variété à l'intérieur de l'espèce, des croisements, des possibilités pour ces espèces, justement pour cette espèce, de continuer à évoluer. Et ça demande une population suffisamment grande, et puis ça demande aussi des rencontres de populations éventuellement différentes. Donc c'est tout ce qu'on fait et tout ce qui est autour de la notion, par exemple, de corridor écologique. C'est-à-dire, si on fractionne trop une espèce, on arrive à des petits groupes, et ces petits groupes, à ce moment-là, n'ont plus assez de diversité génétique pour être viables, et on arrive à des dégénérescences. Donc ça, c'est aussi une notion importante. Et puis la troisième grande notion autour de la biodiversité, ce sont les écosystèmes, c'est-à-dire les espèces entre elles, qui mange qui protège qui se bat contre qui aide qui, et toute cette construction que j'aime bien l'image du Mikado au fond, comme des petits bâtons qui ne peuvent tenir tous ensemble que parce que justement ils sont ensemble. Et si vous commencez à enlever quelques petits bâtons du Mikado, à un moment donné, vous avez un écroulement un peu généralisé. Évidemment, c'est une image, mais pour dire qu'un écosystème, il est en bonne santé quand il est le plus varié possible et évidemment quand il y a le plus d'individus possible. Parce que là, on a une très grande complexité des échanges qui fait que globalement, l'affaire est solide. Si à un moment donné, il y a une espèce, pour une raison ou pour une autre, qui diminue un peu ou qui a un problème, il y a tellement d'autres interactions que globalement, l'ensemble tient la route. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour les définitions. Alors, pourquoi c'est important pour les entreprises? D'abord, c'est tout simplement important pour les hommes. Or, les entreprises, ce sont avant tout des humains, des hommes et des femmes, qui soient partie prenante des entreprises, qui soient clients, fournisseurs, c'est des humains. Et il n'y a pas d'humain qui peut perdurer si les écosystèmes, si les espèces s'écroulent. Un tout petit exemple, la moitié de l'oxygène que nous respirons aujourd'hui nous vient du plancton marin. Si le dérèglement climatique affecte de manière forte le plancton marin, eh ben, peut-être qu'on va arriver à moins d'oxygène produit chaque année, donc voilà, par exemple, des difficultés respiratoires, tout simplement. Pas seulement pour nous, mais aussi pour tous les animaux qui respirent, donc des effets en chaîne. Un autre exemple qui est évidemment très, très connu, c'est la question de la pollinisation. Les êtres humains ont besoin de manger. Une grande partie des produits que nous mangeons finalement arrivent à maturité parce qu'ils ont été à un moment donné pollinisés. L'attaque, la destruction des pollinisateurs, évidemment, entraîne des baisses de rendement, voire plus du tout de maturation des fruits ou de certains légumes. Or, évidemment, on peut le faire à la main. Hein. Enfin, voilà, qu'est-ce que ça coûte de faire ça à la main alors que, a priori, la nature nous fournit ça gratuitement. Autres éléments au-delà de ça, précisément pour une entreprise, la plupart d'entre elles dépendent de chaînes d'approvisionnement et la plupart du temps, à l'origine de ces chaînes d'approvisionnement, on trouve des éléments naturels, que ce soit tout l'agroalimentaire, que ce soit les vêtements en coton, le cuir, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est des chaînes d'approvisionnement qui reposent au départ sur la nature, donc au départ sur la biodiversité. Un amoindrissement de la biodiversité, donc ça veut dire des chaînes d'approvisionnement qui peuvent être plus ou moins mises à mal, ça veut dire des coûts supplémentaires pour les entreprises, ça veut dire éventuellement des législations supplémentaires auxquelles il faudra faire face parce qu'au bout d'un moment, les États vont s'en mêler, essayer de sauver ce qui peut être sauvé et donc imposer un certain nombre de règlements, de quotas, de tas de choses qui vont évidemment être difficiles à gérer pour les entreprises.
Et le dernier point, parce qu'il faut parler de cette crise Covid, même si aujourd'hui on n'a pas la preuve absolue et définitive de la chaîne d'origine de cette pandémie, on sait que depuis la guerre, 60% des pandémies sont dues à des atteintes à la biodiversité. C'est-à-dire 60% des grandes pandémies mondiales sont dues au fait que soit on a par exemple détruit des forêts, soit on a asséché des zones humides, soit on a fait du commerce d'animaux sauvages de manière illégale. Et en faisant ça, on a rapproché les humains du monde sauvage. Et faisant ça, évidemment, on a favorisé le passage des virus et des bactéries d'une population à une autre. Donc, on voit bien que les pandémies, par exemple, sont dues en grande partie à un écroulement de la biodiversité et les entreprises savent toutes, à part quelques GAFA, que c'est pas bon pour le business quand les gens, évidemment, sont soit malades, soit empêchés, comme on l'est aujourd'hui. Voilà, premier élément de réponse. Je vous remercie. Vous l'avez évoqué en fait donc sur les deux grands chantiers de l'environnement, climat et nature. Finalement, on a bien progressé sur le premier au cours des 20 premières années. On a des leviers à mettre en œuvre, des indicateurs partagés, l'équivalent tonne CO2, la température, des cibles, une trajectoire. En revanche, cela n'existe pas sur la nature et la protection de la biodiversité. Donc, en fait, une entreprise qui veut s'engager aujourd'hui pour la préservation de la biodiversité, que doit-elle faire? Quels sont, d'après vous, les indicateurs qui seraient possibles pour mesurer son impact? Alors, WWF, il travaille aujourd'hui. On a historiquement un premier indicateur, c'est l'empreinte écologique, qui est historiquement un travail fait par des scientifiques, mais sur commande, sur demande du WWF, et qu'on voit évoluer malheureusement dans le mauvais sens, mais en tout cas tous les ans, et qui consiste à essayer de ramener l'ensemble de nos actions, de nos consommations et de nos productions à un certain nombre d'hectares terrestres. C'est la fameuse histoire, si nous étions tous des Américains, il nous faudrait 5 planètes. Si on était tous des Français, il en faudrait 2,5. Si on était tous des Éthiopiens, on n'en consommerait qu'un dixième. Donc voilà, donc ça c'est déjà un premier indicateur, mais c'est un indicateur très macro. C'est évidemment beaucoup plus compliqué, vous l'avez souligné, d'avoir des indicateurs en termes de biodiversité qu'en termes de carbone, parce qu'en termes de carbone, on mesure une chose. Et en plus, on mesure une chose qui est, j'allais dire, relativement facile à mesurer, surtout quand on a construit justement des indicateurs assez performants qui vous permettent de décrypter, par exemple, dans votre chaîne d'approvisionnement ou dans vos usines ou dans la façon dont vos clients utilisent ce que vous mettez à leur disposition, qui vous permettent d'évaluer l'empreinte carbone. La biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est beaucoup plus complexe. En fait, je pense que la première des choses qu'on peut faire, c'est d'essayer de remonter dans sa chaîne d'approvisionnement et de voir à quel moment, sous quelle forme, l'entreprise va utiliser des moyens naturels, des moyens vivants, ou du sol, ou de l'eau, ou voilà, c'est grand. Et ça va donner un indicateur. Évidemment, il y en a pour qui c'est très facile, parce que ce sont des entreprises qui utilisent directement, par exemple, des commodités agricoles. Il y en a pour qui c'est plus compliqué parce que, je sais pas, le fabricant de smartphone, il va dire, moi, j'utilise rien de vivant, oui, mais il y a des mines et l'empreinte de la mine sur la biodiversité, par contre, elle est importante. Donc voilà, il y a quand même cette notion de décryptage, voilà, à quel moment le vivant rentre en compte d'une manière ou d'une autre dans son process. Nous, ce qu'on avait, par exemple, évalué au WWF, c'est que dans le monde, il y a environ 500 entreprises qui vont brasser, entre guillemets, à peu près 80% des commodités naturelles. Donc, ça veut dire que c'est très concentré quelque part. À un moment donné, on a affaire à des entreprises qui sont extrêmement voilà,
importante et dominante sur un certain Ouais. nombre de commodités. Donc, je pense que la première des choses à faire, c'est ça, c'est essayer de regarder voilà, à quel moment je vais utiliser. Donc, encore une fois, soit directement des éléments de la biodiversité, soit du sol, de l'air et de l'eau, parce que c'est indispensable pour les espèces. Il y a une dernière petite chose que je voudrais, ça anticipe peut-être sur la suite de notre débat, mais qui me paraît Ça important. fera une excellente transition. Ouais, c'est au fond, entre les deux histoires, climat et biodiversité, on a deux choses qui sont un peu différentes. Le climat, c'est vrai que c'est plus facile à mesurer et ça paraît pour une entreprise relativement plus simple d'agir dessus. Je dis relativement parce que je sais que ça ne l'est pas toujours. Euh, Par contre, ce qu'on fait aujourd'hui, on en verra les conséquences, bonnes ou mauvaises, que dans plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs centaines d'années. Alors que la biodiversité, c'est un peu l'inverse. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à appréhender et à mesurer, mais quand on s'attaque un peu au problème, on a un retour qui est en général beaucoup plus rapide et beaucoup plus visible. Et on le voit par exemple très bien à travers le développement par exemple d'aires protégées, qu'elles soient terrestres ou marines. On voit que là, on a, au bout de 4-5 ans, hein, donc c'est très très rapide, on a déjà des éléments de biodiversité qui commencent à revenir, qui commencent à se recomplexifier et qui commencent à se restaurer. Donc on a vraiment deux choses assez différentes en termes de logique de pensée, et c'est vrai aussi donc pour les entreprises. Mmh. Alors, vous avez été à la tête de WWF pendant de nombreuses années. Vous êtes maintenant présidente d'honneur. Ce qui nous intéresserait de savoir, c'est un petit peu comment une ONG comme WWF, qui a justement, comme on disait tout à l'heure, une vraie culture du dialogue avec les parties prenantes, peut faire en sorte que les entreprises agissent en faveur de la biodiversité. Vous avez dit un petit peu qu'est-ce qu'elles pouvaient faire. Mais je pense qu'elles ont sans doute besoin d'un petit coup de pouce. Une ONG peut agir de différentes façons. Voilà, on le voit dans les journaux, il y a des listes, des Blame Chain, des challenges. Chez WWF, comment vous faites et est-ce que ça marche? Alors, vaste question. Oui, c'est un peu une spécialité, entre guillemets, je ne sais pas comment il faut dire ça, du WWF que d'être extrêmement partie prenante avec le monde économique en général. Tout à fait. Parce que c'est aussi avec le monde de la finance, par exemple, depuis quelques années. Ça nous est d'ailleurs énormément reproché et parfois de manière extrêmement violente. Tout à fait. Mais c'est une politique mondiale du WWF et qui nous paraît importante parce que autant on est aussi très actif dans mobiliser les publics, faire du lobbying auprès des États, enfin voilà, toutes ces sortes de choses qu'il faut évidemment faire. Autant il nous semble que si le monde économique ne prend pas le virage, on n'y arrivera pas. On a absolument besoin que le monde économique change ses fondamentaux, c'est-à-dire intègre en plus j'allais dire, des indicateurs purement économiques et financiers, Oui. intègre dans ses choix d'autres indicateurs, et en particulier des indicateurs climat et biodiversité, mais on pourrait aussi parler par exemple de la question des déchets, hein, enfin tout ça c'est des choses qui sont assez liées finalement. Donc il faut que, et vous l'avez souligné, c'est pas toujours facile pour les entreprises, et parfois elles ont besoin un petit coup de pouce ou un petit coup de pied. Je ne sais pas laquelle des deux, mais des fois un peu les deux. Et aussi de les aider à identifier ce qui est important et ce qui est productif, parce qu'une entreprise, c'est souvent une complexité assez importante. Alors, après, elle se demande, est-ce qu'il vaut mieux faire ceci ou cela? Qu'est-ce qui est le plus efficace, etc. Donc, comment est-ce que nous, on travaille? On travaille déjà toujours sur du pluriannuel. On ne vient pas comme ça pendant 6 mois dans une boîte en disant tiens, vous pourriez faire ci, ça. On essaye toujours d'enclencher des logiques à minima sur 3 ans, et avec certaines entreprises comme Carrefour, ça fait 25 ans qu'on travaille. Donc voilà, parce qu'on pense que
c'est des changements qui doivent évidemment s'exercer dans la durée. Et puis, c'est souvent des changements qui ne se font pas en claquant dans les doigts. Donc, voilà, ça demande aussi un certain temps. Après, notre méthode un peu, c'est… je vais parler déjà des grandes entreprises, après je dirai un mot des PME. Les grandes entreprises qui ont donc une empreinte extrêmement forte et donc qui sont responsables aussi de beaucoup de dégâts, si on veut, elles ont aussi souvent un pouvoir d'entraînement extrêmement fort sur leur chaîne d'approvisionnement, sur leurs clients, sur les images qu'on véhicule, etc. Donc nous, on va travailler avec elles, on va essayer d'identifier avec elles quels sont sur le climat et sur la biodiversité, par exemple, là où il y a le plus de problèmes. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer de mettre en place au départ des questionnements et puis des solutions, et comment est-ce qu'il peut y avoir un accompagnement, souvent en interne, parce que ce n'est pas toujours simple, et aussi sur l'ensemble de l'entreprise. Alors, pour vous donner un ou deux exemples, par exemple, avec Bell, qui est quand même le deuxième fromager mondial, avec qui on travaille depuis 7 ou 8 ans maintenant, je crois. On a identifié que donc Bell, c'est le fromage, c'est les vaches, c'est ce qu'elles mangent, et on a un souci énorme aujourd'hui de déforestation à cause de l'alimentation des vaches. Puisque, en gros, pour simplifier, on coupe la forêt amazonienne pour produire du soja, pour nourrir les vaches, et en Europe en particulier, et que là, il y a une empreinte absolument catastrophique sur la forêt de ce point de vue-là. Donc voilà, donc on a identifié ça et accompagné Bell pour que justement ils fassent changer leurs producteurs, ils fassent avancer leurs producteurs, c'est-à-dire les éleveurs, pour que petit à petit on arrive à passer sur du soja, par exemple, enfin pas du soja, mais en tout cas des protéines produites en Europe, des protéines végétales, pour arrêter cette déforestation. Voilà. C'est pas à nous de dire si c'est bien ou pas bien de manger du fromage, mais par contre, voilà, on peut essayer de les accompagner pour que l'empreinte, entre guillemets, biodiversité du fromage soit la plus minime possible. Un autre exemple, avec Michelin. Bon, Michelin, c'est les pneus, c'est le caoutchouc. Dans tous les pneus, il faut 1 à 2% de caoutchouc naturel. Le caoutchouc naturel, c'est des forêts d'EVA pour lesquelles souvent, là aussi, on coupe la forêt primaire. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on crée des alliances ou des certifications qui vont empêcher de couper de la forêt primaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on promeut du caoutchouc pour lequel on ne va pas couper de la forêt primaire. Comment est-ce que là où il y a déjà des forêts d'EVA qui sont en fait souvent des monocultures, on essaie de remettre de la biodiversité, comment on retisse des liens avec les populations locales pour qu'elles puissent se retrouver éventuellement dans des forêts qu'on fait évoluer, ce qui leur sert à elles pour se nourrir, pour se soigner, etc. Donc voilà, ça peut être un type de chose. Avec Carrefour, par exemple, on continue un peu, on a très longtemps travaillé sur les certifications, justement sur le fait que on trouve plutôt des produits certifiés avec des bonnes certifications environnementales que rien du tout dans les rayons. On travaille maintenant avec eux sur un accompagnement qu'ils font pour la conversion en bio des agriculteurs. Il y a toujours les 3 ans extrêmement difficiles à passer pour la conversion en bio. Et là, Carrefour s'engage auprès d'eux à des prix déjà conclus pour acheter la production, et donc leur garantit que même sur ces 3 années difficiles, leur production sera achetée à un coût supérieur aux productions qui n'est pas bio du tout, donc à un prix intermédiaire. Et on travaille aussi avec eux sur un truc assez compliqué, mais qui est une sorte de fonds fiduciaire pour la région du Pantanal au Brésil, pour faire en sorte que les propriétaires terriens du Pantanal, au lieu d'avoir envie de couper la forêt, parce qu'en gros, la forêt primaire, ça ne leur rapporte rien. Par contre, s'ils la coupent et qu'ils plantent du soja ou qu'ils mettent des vaches, ça leur rapporte des sous. Donc, comment est-ce qu'on essaye de compenser ça et de faire en sorte qu'il y a un fonds à un moment donné qui pourrait rémunérer ces gens pour que justement ils ne coupent pas la forêt.
Voilà, une sorte de bonus environnemental. Donc, vous voyez, c'est des mécaniques à chaque fois très, très diverses, Tout à fait. parfois un peu compliquées. Dernier petit point, en ce qui concerne les PME, là, on a monté un club qui s'appelle Entreprendre pour la planète et qui travaille sur un certain nombre de grandes thématiques. On n'a pas les moyens, malheureusement, de pouvoir accompagner comme on le fait pour les grosses boîtes, PME par PME, mais on travaille donc sur les grandes thématiques, par exemple carbone, par exemple, et on essaye, donc là aujourd'hui on doit avoir une cinquantaine, un peu plus, entre 50 et 70, ça augmente régulièrement, entreprises. Donc on les fait aussi se rencontrer, elles peuvent aussi échanger sur leurs problématiques, comment font les uns et les autres, sur les questions, je ne sais pas moi, de transport des marchandises, sur des questions sur lesquelles elles peuvent se retrouver, elles peuvent échanger sur des bonnes pratiques et des solutions. Voilà en gros. D'accord, très bien. On voit que les solutions sont assez diverses et que vous vous adaptez vraiment à chaque fois à la filière. Et je pense aussi à la capacité de l'entreprise, à sa capacité à aller plus ou moins loin, plus ou moins vite. Oui, forcément, la condition sine qua non, c'est que l'entreprise, c'est-à-dire en général le chef d'entreprise ou son COMEX, ou enfin voilà, ait envie d'y aller. Hein, on ne fait pas boire un âne qui a pas soif. Donc, d'ailleurs, nous, on travaille. Il y a des boîtes avec qui on voudrait bien travailler parce qu'on pense qu'elles ont vraiment des progrès à faire, et puis c'est niette, quoi. Donc bon, voilà. Après, il y a une autre partie de notre travail qui est un peu le name and shame, c'est-à-dire ceux qui font vraiment du sale boulot, c'est aussi voilà, une ONG comme nous, on est aussi là pour dénoncer un certain nombre de pratiques. Hein, je pense que, mais je pense que la première des choses, c'est effectivement que l'entreprise accepte de se questionner et de manière, j'allais dire, au départ, de manière vraiment sérieuse et profonde, quoi. On l'a vu, par exemple, c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, quand on parlait développement durable, c'était en général un monsieur ou une madame développement durable dans une entreprise qui était rattachée à la com. Et ça, c'était très clair. Et puis en général, elle avait un petit groupe de gens, quelques personnes qui travaillaient un peu pour faire en sorte qu'on éteigne les lumières ou qu'on fasse 2-3 trucs un peu sympas. Maintenant, on voit que c'est des directions beaucoup plus importantes avec des gens en général au niveau, en tout cas dans les grosses boîtes. D'ailleurs, parfois des transfuges des ONG, ça arrive. Et que c'est maintenant le directeur de développement durable, c'est quelqu'un qui est au COMEX dans l'entreprise. Voilà, donc il y a eu quand même une évolution de la culture qui a été importante et qui, je crois, est indispensable pour qu'il commence à se passer quelque chose, quoi. Alors, c'est très intéressant ce point parce que ça va faire le lien avec la première question qui a été posée. Avant cette première question, je voulais vous faire part de deux réactions sur le fil. Donc, le témoignage de Monsieur Dreyfus de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, pardon, qui nous dit nous avons construit notre matrice de matérialité. Quand nous avons construit notre matrice de matérialité, nous sommes allés rencontrer entre autres le WWF Pascal Canfin. Donc voilà, merci du témoignage. Et puis une réaction de Marine Champon. Alors, annonce hier de nouvelles nominations au conseil scientifique, dont enfin un vétérinaire, santé animale. À quand Isabelle Autissier pour la biodiversité et boucler la boucle One Health? Faire de One Health un élément mobilisateur sur l'enjeu biodiversité. Vous l'avez dit, biodiversité pandémie, hein, il y a des chiffres que vous avez cités et il y a ce lien. Donc, c'est vrai que pourquoi pas? Oui, non, mon slogan, c'est pas d'homme en bonne santé sur une planète malade. Je crois que voilà. Et pour rendre à César ce qui lui appartient, Éric Orsena a été très partie prenante pour batailler pour qu'il y ait un vétérinaire dans ce conseil. Je sais qu'il s'est adressé au plus haut niveau de la République pour ce faire. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a été entendu pour toute la ligne, mais en tout cas, c'est vrai que c'est je pense, extrêmement important qu'on arrive à faire ce lien. On a aussi beaucoup parlé, par exemple, des élevages intensifs, hein, comme une des possibles causes aussi de rapprochement des hommes et d'un certain nombre voilà, de virus animaux. Donc voilà, ces questions-là sont
sont effectivement importantes. Mm. Et c'est vrai qu'on a commencé avec notre premier dialogue, Isabelle, c'était sur le concept One Health avec le docteur Sebag, qui est venu témoigner justement de ce lien possible. Et donc, c'est vrai que c'est des thématiques extrêmement d'actualité. Je voulais juste reprendre au bon parce que il y a le témoignage de la personne du Crédit Agricole et j'ai pas trop parlé, mais effectivement, beaucoup sous l'impulsion d'un de nos anciens directeurs généraux, Pascal Canfin, on a commencé à beaucoup s'intéresser aux questions de la finance. Et on est aujourd'hui extrêmement actif sur tout ce qui s'appelle la finance verte. Et on est extrêmement actif aussi au niveau européen sur toute la définition de justement comment est-ce qu'on qualifie ce qu'on met dans la RSE, comment est-ce que, voilà, quel rapprochement on fait entre ce qui est extra-financier et ce qui est financier. Là, il y a encore du travail, mais c'est vrai qu'on a embauché d'ailleurs des gens sur ce sujet-là parce qu'on pense que voilà, les questions financières sont devenues, les questions d'investissement sont devenues extrêmement importantes et ça commence à bouger, donc ça c'est plutôt positif. Tout à fait. Je pense que c'est avant de venir à WWF, Pascal Canfin a créé l'ONG Finance Watch, qui est une ONG très intéressante, basée à Bruxelles, si je ne me trompe pas, et qui travaille vraiment sur ce rapprochement. Et c'est un grand, grand chantier. Alors, vous parliez COMEX tout à l'heure et on a une question sur la gouvernance. Donc, Patrick Dumière qui vous pose cette question. Est-ce que vous ne pensez pas que les opinions sont désormais prêtes à assumer des changements de comportement dès lors qu'ils sont accompagnés de façon juste et que l'inertie est plus dans les entreprises, en fait, et en particulier dans la gouvernance, qui tendent à prolonger les modèles anciens? Qu'en pensez-vous? Oui, alors je pense qu'il a en partie raison. Je pense que les citoyens, quand on les interroge et quand on regarde aussi comment ils se comportent, hein, je pense à l'explosion du bio par exemple depuis quelques années, ils ont envie de changer. C'est des fois un peu confus dans leur tête, ils ne savent pas très bien ce qu'il faut faire, mais voilà. Je pense que le problème de la gouvernance, c'est qu'il y a une pression économique qui est très très forte sur la gouvernance et que c'est toujours compliqué, je le comprends, hein, quand on est à la tête d'une entreprise, de lâcher la proie pour l'ombre et de se dire bon ben voilà, ok, il va falloir changer, mais si jamais ça marche pas, etc. Donc je peux comprendre qu'il y ait des inquiétudes. En même temps, ce qu'on voit aussi souvent, c'est que les entreprises qui arrivent à franchir ce pas et qui soit développent de nouveaux business models, soit de nouvelles façons de travailler, etc. Et ben, la plupart du temps, elles prennent un temps d'avance sur les autres. Et parce que au final, dans 10 ans, 20 ans, toutes les entreprises qui n'auront pas fait leur transformation écologique, elles pourront plus. Enfin, elles auront beaucoup de difficultés à continuer. Parce que, tout simplement, que ce soit en termes de climat ou de biodiversité, ce que j'ai évoqué au début de notre intervention sur les difficultés que crée, par exemple, l'écroulement de la biodiversité pour les entreprises, ça deviendra majeur. Donc, il ne sera plus question. On ne pourra plus supporter une entreprise qui ne le fera pas. Évidemment, celles qui l'auront fait avant les autres, ce sera plus facile. Elles auront eu plus de temps pour changer leur modèle et s'adapter. Je pense aussi, par exemple, à la formation en interne. Donc, je crois qu'à un moment donné, oui, il faut un peu de courage, quelque part, de la part des entreprises et des COMEX en particulier, pour se dire, bon, ben là, il faut y aller. Alors, ce qu'on peut dire, c'est aussi, c'est un peu comme pour un agriculteur qui va se convertir au bio, il y a quand même souvent, on n'est pas toujours obligé de faire tout d'un coup. Mais ce qui est important à ce moment-là, quand on ne fait pas tout d'un coup, c'est quand même de se fixer un objectif. Et on voit par exemple sur le climat, le WWF a monté à partir de 2015, à partir de la conférence de Paris, un outil pour les très grandes entreprises qui consiste par exemple à leur dire vous allez vous aligner sur l'accord de Paris. C'est-à-dire que vous allez considérer votre empreinte carbone un peu comme si vous étiez un pays et puis analyser votre empreinte carbone de ce point de vue-là
et en 2050, il faudrait que vous soyez où si vous vouliez voilà, être à 1,5 degré à la fin Dans du la siècle. Vous voyez ce que trajectoire. je veux dire. Donc, ça permet à ce moment-là, parce qu'on sait bien que l'empreinte carbone, on ne claque pas dans les doigts pour qu'elle s'arrête, mais on se met sur une trajectoire avec des chiffres et avec des points de passage et des objectifs. Et ce n'est pas juste de se dire en 2050 on reste gratis, c'est de se dire, ben voilà, en 2022, il faut que j'en sois là, en 2025, il faut que j'en sois là, en 2030, il faut que j'en sois là, etc. Et je pense que ça, c'est aussi quelque part un peu plus rassurant du coup pour une entreprise de voir son chemin et puis de pouvoir aussi le mesurer évidemment. Tout à fait. D'où l'importance d'outils, de trajectoires, ouais, je pense que c'est une question vraiment qui est très importante. Et d'ailleurs, si pour vous, alors excusez-moi, ce n'est pas une question dans le film, mais je prends quand même parce que c'est une question très intéressante. Ce serait quoi pour vous l'objectif de la COP 15 qui serait appréhendable pour le citoyen? Alors, c'est toujours pareil, c'est un peu compliqué, mais bon, on sait à peu près que sur la COP 15, il va y avoir une chose qui va être discutée, c'est 30% d'être protégé sur la planète. Ça va être un objectif. Bon, on n'y arrivera pas pour l'instant. On n'a pas été très bon avant, mais on sera peut-être un peu meilleur. C'est pas de disparition d'espèces. Bon, là aussi, c'est un objectif un peu macro. Et puis, nous, au WWF, on a rajouté, essayer d'ici 2050 de diviser par 2 notre empreinte écologique. Alors ça, c'est peut-être un peu plus facilement appréhendable. Hein. Vous vous souvenez, l'empreinte écologique, hein, c'est cet outil donc, qui existe depuis longtemps. Je vous renvoie à toute la littérature là-dessus. Et à l'intérieur de ça, là, pour le coup, c'est un outil qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on sait calculer l'empreinte écologique d'un individu, d'une entreprise, voilà. Et donc, à partir de là, à partir de cet outil-là, on peut imaginer qu'une entreprise calcule son empreinte écologique. Là, ça lui met en lumière les endroits où elle n'est pas bonne, où ça ne va pas. Et à ce moment-là, elle peut se fixer l'objectif de dire, là où ça ne va pas, il va falloir que j'arrive à avoir diminué par 2 en 2050 et donc comment j'arrive sur cette trajectoire. Ambitieux, on verra en mai. Alors, une question du secteur, plus sur le secteur bancaire. Quels peuvent être les impacts des banques sur la biodiversité, à part financer des projets qui favorisent la biodiversité ou encore refuser de financer des projets qui la détruisent? Est-ce que vous travaillez avec des banques au WWF? Oui, on travaille avec les banques, bien sûr. Oui, parce que ces deux aspects des choses, c'est colossal quand on dit ça. On peut financer le charbon ou on peut financer le renouvelable. On peut, voilà. Donc à chaque fois, et on le voit d'ailleurs, il y a de plus en plus de fonds éthiques, de fonds en tout genre qui commencent à se monter dans les banques, parce qu'il y a aussi une demande des citoyens et des investisseurs on le voit par exemple sur les grands fonds d'investissement, je pense à la Norvège par exemple, ou des gens comme ça, on voit qu'il commence de plus en plus à y avoir une demande pour des investissements, pour pouvoir placer en fait des fonds, mais d'une manière éthique. Donc là, c'est tout ce qui est autour de la finance verte. Hein. C'est effectivement quelque chose qui se développe, qui est encore, il faut bien le dire, qui est encore très marginal aujourd'hui, mais qui est en train de se développer et qui doit vraiment être soumis à des indicateurs assez forts. Donc il y a toute la batterie d'indicateurs qui a été votée l'année dernière au niveau européen, donc qui va permettre quand même d'avoir déjà une mesure est-ce que si je finance telle activité, est-ce que cette activité elle est plus ou moins marron ou plus ou moins verte entre guillemets. Donc voilà, donc je pense que évidemment, c'est extraordinairement important. On voit par exemple, puisque sur le climat, ça a commencé déjà depuis plus longtemps, on voit que les capitalisations boursières du charbon, par exemple, sont quand même aujourd'hui, je dirais pas complètement en déshérence, c'est pas vrai, mais en tout cas ont considérablement diminué, alors que les capitaux à la disposition des énergies renouvelables ont fait un bond colossal. Bon, quand il y a des capitaux
pour développer le renouvelable, il y a du renouvelable, hein, tout simplement. Je crois que Tout à fait. donc évidemment, le secteur bancaire est un secteur absolument crucial dans ce débat. Tout à fait. Alors, une question qui nous amène à voyager. Les enjeux biodiversité sont mondiaux. Quelles sont aujourd'hui les zones les plus critiques sur ce sujet et quels freins pour prendre en compte ce sujet dans ces régions? Et est-ce que le WWF a des actions particulières dans ces régions? Alors, WWF, comme vous l'avez dit au début, c'est une organisation mondiale. On est présent dans à peu près un pays sur deux et on a, bon an, mal an, entre 600 et 800 dossiers terrain sur lesquels on agit. Alors, ça peut être protégé directement, mais ça peut être aussi comment est-ce que, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait changer les entreprises localement, comment est-ce que les populations locales, on leur redonne une voix dans ce débat et qu'on leur permet de s'impliquer dans la défense de leur environnement. Enfin voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, on voit bien que la biodiversité qui reste, elle est plutôt au sud. Si je prends la France, la biodiversité qui nous reste, elle est 80% en outre-mer. Parce que je ne veux pas être un peu caricatural, mais enfin, on a déjà fait le ménage, nous. Hein, ce qui nous reste en biodiversité, par exemple en France métropolitaine, c'est quand même finalement beaucoup moins que ce qu'il y avait il y a seulement un siècle ou deux, quoi. Donc c'est vrai que c'est des endroits cruciaux. Alors bien sûr, tout le monde pense aux grandes forêts primaires, donc Amazonie, Afrique centrale et une partie de l'Asie, qui sont quand même des poumons, à la fois des poumons d'oxygène, mais aussi d'une richesse de biodiversité extrêmement importante. Je pense que après, oui, il y a toute la ceinture, on va dire, tropicale et intertropicale qui est aujourd'hui extrêmement mise à mal. Enfin, là, on a vraiment des atteintes à grande échelle. Donc là, il y a effectivement beaucoup de… Donc, par exemple, rien que pour une entreprise de sourcer ses approvisionnements, savoir d'où ça vient, ça peut déjà donner des bons indicateurs. Par exemple, nous, on a travaillé beaucoup avec les entreprises halieutiques, hein, voilà, les entreprises agroalimentaires qui travaillent le poisson, et on a essayé de les aider à identifier ce qu'on appelle le poisson pirate. Il y a un tiers à peu près des poissons pêchés qui sont pêchés en dehors et de toute législation, et la plupart du temps à l'encontre de ces législations et qui sont débarqués comme ça de manière un peu illégale. Donc ça, c'est évidemment très grave parce que ça croule les stocks de poissons, mais ça fait une concurrence déloyale aussi aux pêcheurs qui, eux, pourraient bien faire les choses. Donc les aider, par exemple, à sourcer et se dire, tiens, des poissons qui viennent de tel endroit, de telle mer, de tel pays, telle espèce, ah, attention, warning, là, je sais, WWF m'a dit, ou d'autres ONG m'ont dit que là, il y avait des problèmes. Donc voilà, donc simplement ce sourcing, ça peut attirer. Après, je pense que un des problèmes majeurs de la plupart de ces pays-là et de la plupart des endroits où il y a encore de la biodiversité, c'est la corruption. C'est la corruption généralisée qui fait que on a toutes les peines du monde à avoir des lois, à les faire respecter, et qu'on voit tous les trafics qui se font dans tous les sens et qui sont préjudiciables non seulement à la biodiversité aux vivants, mais d'abord et avant tout aux humains qui vivent dans ces pays-là et qui voient leur environnement proche s'écrouler complètement, quoi. Ah oui, tout à fait. Il y a quelques années, le WWF avait sorti une étude justement sur les grandes sociétés et leur sourcing, prenant en compte les matières premières les plus importantes. Et je crois les modes d'exploitation justement était ce qui était pris en considération et toutes les entreprises du CAC 40 y passaient. C'était vraiment très intéressant et je crois justement que vous citiez Michelin tout à l'heure et Michelin était un petit peu retoqué entre guillemets pour les VA. Donc, je pense que c'est suite à ça peut-être qu'il y a eu ce partenariat avec WWF, mais
je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que ces études, elles montrent que les entreprises, voilà, elles ont des efforts à faire sur le sourcing, mais que vous, derrière, vous allez pouvoir les aider justement à sorte de faire des efforts sur comment s'approvisionner de façon un peu plus durable. Mm, mm. Non, je crois qu'il faut voir ça comme c'est vraiment des chemins, quoi. Et j'insiste un peu sur ce concept-là. C'est bon, évidemment, il y a des pratiques qui sont absolument épouvantables et nocives et qu'il faut dénoncer immédiatement et arrêter tout de suite. Et puis il y a beaucoup de pratiques j'allais dire, qui sont grises, qui sont pas bien pour la planète et pour les hommes et qu'il faut changer, mais dont on sait bien que voilà, encore une fois, il n'y a pas de coup de baguette magique, quoi. Donc et quand on suit un chemin, il faut avoir des bornes kilométriques, il faut savoir où on en est et il faut savoir où vous mène ce chemin, quoi. Donc il faut vraiment que et ça c'est vraiment un travail que les entreprises peuvent faire. On revient à cette question de la trajectoire, en fait. Hein. Oui, absolument. Ouais. Toujours au niveau international, est-ce que vous pourriez nous donner votre analyse de la volonté d'avancement de la Chine, des États-Unis, de la Russie, Moyen-Orient, Inde? Oh là là, ça fait beaucoup. Est-ce que l'UE n'est pas un peu seule et est-ce que c'est tenable dans l'état de la situation géopolitique? Comment on peut négocier finalement le développement durable avec ces pays? Alors, l'Union européenne, c'est le plus gros marché du monde quand même. Hein. Faut pas oublier ça. On est 500 millions. Bon, à part la Chine peut-être, hein, bien sûr, à part la Chine et l'Inde, mais en termes de pouvoir d'achat, en tout cas, il n'y a pas photo, quoi. C'est l'Union européenne qui a le plus gros pouvoir d'achat global au niveau mondial. Donc ça nous donne quand même un sacré argument parce que si les autres pays veulent nous vendre des choses, eh ben, on est quand même théoriquement en capacité de mettre un certain nombre de concepts. On travaille énormément, par exemple, cette année sur ce qu'on appelle la déforestation importée. Et on a beaucoup travaillé au niveau de l'Union européenne pour que justement, on puisse petit à petit retoquer tous les produits qui arrivent dans l'Union européenne et qui sont issus de déforestation. Donc ça c'est par exemple un outil. Après, je trouve que c'est assez intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui au niveau mondial. On a une Chine qui est en train d'évoluer relativement vite, qui s'est fixé par exemple des objectifs carbone extrêmement ambitieux, qui commence à travailler de manière plus structurée sur la question de la biodiversité. Alors évidemment, c'est à la chinoise, c'est-à-dire c'est quand même un peu taisez-vous et faites ce que je vous dis. C'est évidemment tout sauf démocratique, ce qui pose d'autres types de problèmes. Mais je pense que l'analyse, enfin en tout cas nos collègues chinois au WWF nous avaient déjà fait écho de ça il y a quelques années. L'analyse des gens à la tête de l'État chinois, c'est que les questions d'atteinte globalement à la planète, à la nature, que ce soit climat, pollution, biodiversité, etc., sont devenues en Chine une des questions majeures et une des questions pour lesquelles il y a le plus de tensions sociales, plus que les questions de conditions de travail ou de salaire. Et que ça, c'est quelque chose sur lequel l'État chinois se sent en capacité d'agir et qui le menace moins en termes de modèle global. C'est-à-dire que avoir des syndicats dans les entreprises, je pense que c'est compliqué pour le gouvernement chinois. Dire qu'on baisse son empreinte carbone, c'est moins compliqué. Donc voilà, je ne porte pas de jugement, mais je dis que je pense que l'analyse aujourd'hui en Chine, c'est à peu près celle-là, quoi. Après, on a bon, évidemment, on va avoir un revirement complet au niveau américain, puisque en passant de Trump à Biden, je pense que la planète y a quand même pas mal gagné. Enfin, les humains sur la planète y ont pas mal gagné. On va voir, mais je pense qu'en tout cas, on aura des interlocuteurs, ce qui est déjà extrêmement important. Sur le climat, l'équipe Biden a déjà fait beaucoup de déclarations et puis ils sont revenus dans l'accord. Et sur la biodiversité, je pense qu'on va aussi pouvoir avancer avec eux. En face, on a évidemment des pays comme la Russie où c'est plutôt le contraire, quoi. Poutine n'est encore pas très loin d'être climato-sceptique. C'est un pays qui vit beaucoup de l'exportation de son pétrole et de son gaz. Et c'est un pays qui contrôle très très mal les atteintes foncières à la biodiversité. Je pense
à la déforestation et je pense aussi à tout le commerce illicite d'espèces sauvages, sur lequel, pour l'instant, moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose, quoi. Donc voilà, on a des situations contrastées, mais on les aura toujours, hein. Après, la question, c'est quelles alliances les plus solides possibles on arrive à nouer. Et encore une fois, l'Union européenne peut très bien être au centre du jeu parce qu'elle a à la fois, donc je vous disais, un marché extrêmement puissant. Elle a quand même une diplomatie, même si ce n'est pas la diplomatie de l'Union européenne, mais c'est la diplomatie aujourd'hui de la France, plus l'Allemagne, plus un certain nombre d'autres pays. Elle a une puissance scientifique, voilà, elle a une puissance globale qui doit lui permettre quand même de faire des avancées. Oui. Puis la France va être présidente au niveau européen en 2022. Donc je ne sais pas s'il y a un plan d'action qui commence à se dessiner au niveau WWF par rapport à ça. Est-ce que ça peut être favorable à faire évoluer les lignes? Bah, écoutez, nous, on a un prochain rendez-vous au plus haut niveau, donc on va essayer de commencer. Pour l'instant, honnêtement, la feuille de route, elle est pas écrite, hein. Donc on va voir. Il y aura sûrement la question, ouais, encore une fois, de la forêt. Il y aura la question de l'agriculture qui va sûrement être centrale dans la présidence française. Ouais. Donc voilà, il y a un certain nombre de thématiques. Certainement la question bancaire pour accélérer, hein. Je pense qu'il y a encore, l'Union européenne a encore pas mal de choses à faire autour de la finance verte et des indicateurs voilà, sur ces questions-là. Bon, on n'a pas de feuille de route pour l'instant, mais voilà, on va commencer à échanger là au niveau quand même. Une question pratique, y a-t-il des outils d'information du consommateur pour évaluer la biodiversité d'un produit et pas que le caractère bio? Alors moi, j'ai téléchargé l'appli WAG pour faire un petit peu de pub pour le WWF, qui est une très belle application que je conseille. Mais est-ce que vous avez des conseils, Isabelle, Oui, WAG, c'est une appli, We Act for Good, c'est une appli du WWF qui aide les citoyens, en fait, hein, mais les citoyens un peu partout, chez eux, au bureau, en vacances, voilà, à faire les bons gestes et avoir les bons réflexes et avoir de l'information aussi, qui n'est pas toujours. Après, il y a pas aujourd'hui, on avait là, c'est ma casquette Conseil économique, social et environnemental. On a regardé ça et aujourd'hui, il y a des tas d'applis qui prennent en compte certaines choses et pas d'autres. Donc, il n'y a pas une appli, j'allais dire miracle, sur les questions de biodiversité. Il y en a qui prennent en compte l'empreinte de l'eau, qui peut être importante. Il y en a qui prennent en compte les pollutions et les déchets, ce qui est aussi un élément important. Voilà, il y en a qui prennent en compte le bien-être animal, qui peut être quelque chose, mais il n'y a pas aujourd'hui, non, j'ai pas de réponse à cette question. Il n'y a pas d'appli qui soit vraiment dont on puisse dire, ben voilà, là je peux mesurer ou je peux orienter mes choix. Globalement, quand même, globalement, et là du coup, oui, je vous renvoie un peu à WAG parce que si c'est en termes de citoyens, on sait à peu près hein, où est-ce qu'il faut aller, hein, que ce soit en termes d'alimentation, de transport, d'empreinte carbone, voilà, les grands indicateurs, ils sont là, quoi. Une question concernant l'éducation-formation. Quels seraient, selon vous, les savoir-être, savoir-faire à développer chez les leaders et collaborateurs des entreprises de demain et d'aujourd'hui? Je pense que là, pour le coup, on a un peu un abîme, quoi. C'est-à-dire que la plupart du temps, quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est DRH ou qui s'occupe des appros ou qui s'occupe de, il a une très 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 petite information et culture sur, par exemple, les questions de biodiversité. On voit souvent, nous, dans les entreprises, des gens qui pourraient être plein de bonne volonté, mais alors, ils y connaissent franchement rien et ils n'ont aucune idée du coup, ils ont forcément aucune idée de comment ils doivent faire les choses. Donc, je pense que tout ce qu'on peut faire pour développer un peu ces cultures-là, et ça peut être aussi de manière, j'allais dire, relativement ludique, parce que moi, tout simplement, je dis aux gens, mais allez un peu vous balader dans la nature, quoi. Allez voir un peu à quoi ça ressemble.
voilà, une forêt, à quoi ça ressemble, voilà. Donc je pense qu'il y a une forme de sensibilisation, en tout cas, globalement à la nature et de compréhension. Donc ça, c'est à coup, oui, d'échanges, de ce que vous faites, par exemple, aujourd'hui, de conférences, de rencontres. Bon, maintenant, il y a tout un tas aussi sur Internet, on trouve tout un tas de MOOC et de choses qui sont très bien faites. Nous, on travaille aussi beaucoup avec les grandes écoles pour essayer, là aussi, de leur donner une sensibilité à ces questions-là. On trouve que même la plus grande des grandes écoles, celle qui est censée être la plus grande, l'ENA, c'est catastrophique, quoi. Enfin, un préfet aujourd'hui, mais alors il a une culture biodiversité qui est quand même souvent assez proche du néant. Or, c'est quelqu'un qui a un pouvoir extrêmement important, quoi, qui va prendre des décisions, qui auront des conséquences parfois très importantes sur la biodiversité ou sur le climat. Donc je pense que voilà, il y a certainement. Alors, est-ce que c'est aussi sous la forme pourquoi pas, de clubs dans les entreprises, de clubs d'action, de gens dans les entreprises qui vont développer une action à faire en commun, quelque chose qui va les réunir et qui va leur donner un peu cette conscience de ce que c'est, parce que je crois qu'effectivement, globalement, la culture sur ces sujets-là, elle est encore très faible. Alors, c'était la dernière question, une question sur la formation et l'éducation, donc très importante. Je ne vais pas pouvoir prendre les autres questions, je suis vraiment désolée. Mais voilà, c'est peut-être que partie remise, on verra. En tout cas, Isabelle, je voulais vous remercier de votre présence parmi nous ce soir, présence virtuelle, mais bien présente avec vos réponses très claires et très franches. Je vais aussi vous souhaiter bonne chance dans vos engagements pour l'environnement. Donc je peux aussi conseiller à nos participants la lecture du rapport Planète Vivante, que vous pouvez facilement trouver sur le site du WWF et qui fait désormais référence. Il est publié tous les 2 ans, je crois, depuis 1998. Vous trouverez vous trouverez plein d'autres choses, je pense, sur le site, que ce soit sur les consommations, que ce soit sur voilà, puisque souvent on met en ligne un certain nombre d'études sur des choses très diverses. Là, par exemple, on a depuis 2 mois, on a fait Camp contre les SUV, donc vous trouverez des éléments d'études, parce que un de nos marqueurs aussi, c'est d'être science-based, c'est-à-dire de partir de mesures, d'études, de choses concrètes, réelles, de la vraie vie, quoi, pas juste de la théorie. Oui, c'est tout à fait juste. Ce que je trouve appréciable dans Planète Vivante, c'est déjà qu'il est publié depuis très longtemps, quand même, depuis tous les ans, et qu'il y a beaucoup d'indicateurs métriques. Donc, on voit vraiment les évolutions avec des graphiques, etc., ce qui permet d'avoir des chiffres assez, comment dire, pour attirer l'attention, qui est intéressant, puisque ça mesure l'évolution de l'état de la biodiversité sur la planète. Donc, très intéressant. Voilà, pour ceux qui souhaitent approfondir la réflexion de ce soir, c'est un autre regard passionné que nous accueillerons le 8 avril prochain avec Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan, et nous échangerons avec lui sur le rôle majeur des entreprises dans la protection de la biodiversité marine. Donc, inscrivez-vous pour le 8 avril, et en mars, nous aurons aussi un débat dont vous aurez communication un petit peu plus tard. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site, bien sûr, en podcast et sur les réseaux sociaux. À bientôt et encore merci Isabelle. Ben, merci à toutes et à tous, et puis bon courage, et puis n'hésitez pas à passer à l'action, je crois qu'on en a tous besoin, et puis en plus ça nous remonte le moral quand on passe à l'action. Donc bon courage à toutes et à tous.